Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. L'Europe sera-t-elle bientôt privée de gaz russe? Le sujet inquiète les responsables économiques et politiques du vieux continent. Ils craignent que les livraisons ne reprennent pas en fin de semaine prochaine, une fois la maintenance du gazoduc Nord Stream 1 terminée. Pour Bruxelles, un tel scénario pourrait empirer les prévisions de croissance déjà revues à la baisse, une dégradation de la conjoncture qui intervient alors que l'euro a chuté cette semaine au plus bas depuis 20 ans par rapport au dollar américain. Dans ce contexte, quels sont les principaux risques pour l'économie européenne? Le scénario d'une récession devient-il de plus en plus probable? On en débat avec Gilles Moec, chef économiste du groupe AXA, et avec Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Je commence avec vous, Gilles Moec. Alors, la Commission européenne vient de réviser à la baisse ses prévisions de croissance et à la hausse ses prévisions d'inflation, et elle n'exclut pas une nouvelle révision en cas de coupure totale des approvisionnements en gaz russe. Est-ce qu'on se dirige tout droit vers une récession dans ce cas de figure? On veut dire que même sans rupture totale des approvisionnements russes, on était de toute manière sur une trajectoire assez défavorable. Nous, on avait déjà une contraction du PIB au quatrième trimestre 2022, même sans rupture totale des approvisionnements. Si on va vers cela, là, ce n'est pas tellement la question de la récession qui se pose, elle deviendrait évidente, c'est la question de la profondeur de la récession. Parce que les estimations que l'on a eues, par exemple, de la Banque centrale allemande, de la Bundesbank, en cas d'arrêt total des exportations de gaz russe vers l'Allemagne, c'est un choc sur le PIB de l'ordre de 5 points. Et là, c'est énorme. Ce serait vraiment une récession extrêmement violente. Et malheureusement, ça changerait totalement la trajectoire possible pour 2023. Donc voilà, nous sommes dans une situation extraordinairement binaire, totalement suspendue aux décisions russes d'après le 21 juillet. S'il y a poursuite des exportations de gaz, on aurait, je pense, de toute manière une conjoncture difficile parce que l'inflation de toute manière est déjà là et elle érode déjà le pouvoir d'achat des ménages. S'il y a rupture totale des approvisionnements, là on aurait une récession sévère. Frédéric Rollin, une récession sévère déjà anticipée par les marchés. Est-ce qu'ils anticipent cette ampleur, cette profondeur de récession évoquée par Gilles Moec? Non, je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, les marchés voient une croissance économique particulièrement atone d'ici à la fin de l'année. Donc certains économistes voient une croissance négative, d'autres sont légèrement positifs. La récession aujourd'hui, elle est quasiment dans l'épaisseur du trait. Et dans une situation où il est très difficile de deviner ce qui va se passer parce qu'on ne connaît pas exactement la réaction du consommateur qui a une perte de pouvoir d'achat d'un côté, très négatif, récessionniste, mais de l'autre côté, une épargne accumulée très forte. Mais il est clair que dans le cas où le gaz russe serait coupé, ou en tout cas dans le cas où il y aurait des coupures partielles de gaz qui amèneraient à des rationnements, alors là, effectivement, une récession devient probable. L'Allemagne serait particulièrement touchée. L'Allemagne qui est quand même un moteur de croissance aujourd'hui en Europe. Et ça devient quand même progressivement un scénario de plus en plus probable. L'Europe a mis en place quand même des sanctions assez sévères contre la Russie, sanctions qui vont encore être précisées ces jours-ci. Il n'est pas étonnant que la Russie continue, elle, de son côté, de faire pression. Une coupure totale d'un seul coup, pas forcément très probable. Peut-être la Russie voudra garder quand même un petit peu la main, pouvoir faire encore plus mal si nécessaire. Mais en tout cas, on s'approche quand même vers un ralentissement. Est-ce que les marchés peuvent pricer ça? Mais c'est extrêmement difficile. J'ai l'impression qu'il y a une partie qui est dans les prix, mais aujourd'hui, comme c'est incertain, je pense que si le gaz russe venait à être coupé, eh bien, il y a d'assez bonnes chances que les marchés baisseraient. Ouais. Les marchés seraient donc dans ce scénario-là. Je reviens vers vous, Gilles Moec. Alors pour le moment, ce qui inquiète, c'est l'inflation. L'inflation que rien ne semble pouvoir arrêter, 8,6% sur un an en juin. Est-ce qu'une récession ne permettrait pas au final de faire retomber la tension sur les prix? Pas forcément en Europe. Aux États-Unis, sans doute que oui, parce que l'inflation américaine est une inflation qui est de plus en plus endogène, qui est de plus en plus drivée en fait par un marché du travail qui est extrêmement tendu, par des augmentations de salaires qui sont extrêmement fortes. Donc, si on provoque un ralentissement massif de la demande aux États-Unis au point d'aller en territoire récessif, oui, on obtiendrait sans doute un ralentissement notable de l'inflation. En Europe, la situation est assez différente. C'est vrai que sur l'inflation totale, nous sommes très proches des niveaux américains. Dans les deux cas, on est à 8 ou 9%. Mais dans le cas européen, la majorité
du choc de prix est toujours un choc exogène. C'est toujours essentiellement l'énergie, on a parlé du gaz, et l'alimentaire. Donc même si il y avait ralentissement massif de la croissance, et malheureusement je pense qu'on y sera dans la seconde partie de l'année, eh bien l'impact que cela pourrait avoir sur l'inflation totale en Europe pourrait être en fait relativement faible. Et c'est bien ça la difficulté, par exemple, qui se pose à la Banque Centrale Européenne. Dans le cas de la Fed, on a une situation qui est finalement assez simple. On est dans le manuel de macro de base. J'ai une demande excédentaire, je réduis cette demande excédentaire et en faisant cela, je vais permettre de faire revenir l'inflation vers 2%. Dans le cas de la zone euro, rien de ce que la BCE peut faire n'aura d'impact sur les décisions que les Russes prendront ou ne prendront pas. Frédéric Rollin, la BCE, justement, on attend ces décisions le 21, jeudi prochain. C'est le même jour où on saura si le gazoduc Nord Stream 1 va reprendre ou pas. Donc, journée cruciale pour les marchés, pour les analystes économiques. Est-ce que la BCE peut quelque chose dans ce contexte-là face à cette inflation importée en grande partie? Est-ce qu'une décision russe, par exemple, de couper le gaz ce jour-là aurait un impact sur ses décisions futures? Alors, sur ces décisions futures peut-être, mais je crois que dans un premier temps, il faut reprendre l'idée que l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire en dehors des prix alimentaires et de l'énergie, aujourd'hui, n'est pas si préoccupante que ça. Elle commence peut-être à l'être un petit peu, mais pas très préoccupante, en tout cas en Europe. Et donc, la BCE a des moyens d'action contre ceci assez limités. La BCE ne va pas faire baisser les prix du pétrole et la BCE ne va pas faire baisser les prix du gaz. Néanmoins, aujourd'hui, on est quand même dans une situation économique où on a eu un petit peu de croissance, on a une inflation qui est un peu plus élevée qu'auparavant et on est sur une politique monétaire qui est extrêmement accommodante avec des taux extraordinairement bas. Donc la BCE, quoi qu'il arrive, va devoir progressivement ajuster sa politique monétaire. Non, une normalisation qu'elle aurait dû faire avant. Une normalisation qu'elle aurait pu faire avant. Alors, on aurait été assez d'accord qu'elle la fasse un petit peu avant. Je pense qu'il est encore temps de le faire. Attention quand même, parce qu'il ne faut pas trop tarder. On a un euro-dollar un euro qui, par rapport au dollar, est en train de perdre du terrain. Et ça va ajouter, ça va continuer d'alimenter l'inflation. Donc peut-être la BCE doit commencer à normaliser sa politique monétaire. Dans l'avenir, effectivement, un paradoxe extraordinaire auquel elle devra faire face. D'un côté, devoir lutter contre l'inflation, mais avoir en face d'elle probablement une situation économique particulièrement mauvaise, médiocre, et donc à choisir un petit peu aussi comme la Fed doit le faire aujourd'hui, mais de façon encore plus critique pour la BCE, entre limiter l'inflation avec des moyens quand même assez faibles pour la BCE et encourager la croissance, en tout cas ne pas trop casser une croissance déjà bien endommagée par la crise énergétique. Gilles Moix, c'est un exercice d'équilibriste pour la BCE et sa présidente qui doit donc s'exprimer, qui est très attendue jeudi prochain. Il y a aussi un autre risque auquel la BCE doit faire face, c'est le risque de fragmentation de la zone euro, c'est-à-dire celui de voir les taux d'intérêt sur les dettes publiques diverger entre l'Allemagne et certains pays comme l'Italie. Oui, tout à fait. On va vers la normalisation et je suis tout à fait d'accord avec votre interlocuteur. De toute manière, on allait vers une sortie des taux négatifs, mais ça ne répond pas essentiellement à la question de l'inflation aujourd'hui. Mais à chaque fois que la BCE tente de normaliser sa politique monétaire, on l'a déjà connu par exemple en 2011, eh bien, il faut faire très attention à des dommages collatéraux. Et le dommage collatéral habituel dans le cas de la zone euro, ce sont des tensions internes à la zone avec des écarts de taux d'intérêt qui apparaissent de manière très forte sur les pays les plus fragiles. L'Italie en est le premier exemple. La question qui se pose pour la BCE, la vraie difficulté pour la réunion de jeudi prochain, c'est que même si elle s'était engagée à présenter au moins le début, au moins une épure générale de sa fameuse arme anti-fragmentation, ce qu'elle ferait pour limiter l'écartement des spreads, eh bien, elle pensait probablement avoir un peu de temps avant que la question de l'utilisation de cet instrument se pose. C'est quelque chose que François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a souvent dit. L'important, c'est l'intention, c'est de dire que l'on est prêt, que le mécanisme est négocié. Nous n'aurons pas forcément besoin de le mettre en place. Malheureusement, avec une situation politique italienne qui se dégrade, même si beaucoup de scénarios restent encore ouverts, il est possible que la BCE soit testée très très vite par les marchés
Donc simplement une première épure, une présentation très générale de son instrument ne suffirait pas en fait à calmer le stress qui aujourd'hui est quand même assez élevé. Un stress qu'elle peut calmer comment, Frédéric Rollin, la BCE? Elle sera attendue aussi sur cette histoire de fragmentation au sein de la zone euro, en même temps qu'elle sera attendue sur l'histoire des taux de change, même si officiellement ce n'est pas dans son mandat de s'exprimer sur le taux de change. Oui, alors je pense que le taux de change quand même fait partie de ses préoccupations, puisqu'il est en lui-même créateur d'inflation, donc pour le coup, elle a la garde. Pour ce qui est de la fragmentation, donc on ne sait pas exactement quel est le programme qui va être proposé. Jusque-là, ce qu'il faut dire, c'est qu'à chaque fois que les grandes banques centrales ont été face à des crises assez importantes, hein, que ça a été la crise de 2008, la crise de 2011, la crise Covid, elles ont su présenter des solutions crédibles. Les banques centrales ont énormément de moyens, hein, notamment pour acheter des obligations, puisque ces moyens, elles se les créent elles-mêmes. Donc, voilà, on va voir ce que la BCE est capable de faire et surtout on va voir ce que la BCE est capable de s'accorder entre gouverneurs de différentes tendances. Mais je crois qu'effectivement, là, le moment est critique et il va falloir réussir son coup. Un moment critique, Gilles Moec, est-ce que la BCE peut trouver de nouveaux moyens, surprendre tout le monde par de nouveaux outils pour faire face à ce risque de fragmentation et aussi à ce moment critique que traverse la zone euro? L'outil lui-même, dans sa définition générale, on voit assez bien ce qui peut se passer. Il y a un premier étage de la fusée, ce serait utiliser les réinvestissements des programmes d'achat de dettes qui sont aujourd'hui arrêtés, mais qui continuent à être réinvestis. Et on pourrait modifier en fait les quantités de réinvestissement, privilégier les réinvestissements vers les pays fragiles, donc par exemple vers l'Italie, premier étage de la fusée. Deuxième étage, si ça ne suffit pas, à remettre des achats nets de titres au-delà des simples investissements. Donc l'instrument lui-même, dans son intention générale, on voit à peu près comment il pourrait fonctionner, et je pense que c'est tout à fait crédible. La difficulté, il y en a au moins deux, il y a une difficulté politique. Quelles seraient les conditions qui seraient mises en face des conditions politiques qui seraient mises en face de cet instrument? On ne peut pas imaginer une BCE qui soutiendrait ad infinitum des pays qui mèneraient à des politiques économiques qui ne seraient pas soutenables. Donc comment on organise la conditionnalité? Tout le monde parle de conditionnalité légère, mais il faut quand même qu'il y en ait une, et il faut qu'il y ait un interlocuteur, il faut qu'il y ait un pilote en cockpit politique. Et en Italie, il n'est pas évident qu'il y ait maintenant un pilote très, très clair dans le cockpit. Et puis la deuxième condition, comment exactement sur les marchés les choses s'organisent et quel est le montant d'achat. Merci. Or, on a un petit problème de ce point de vue-là. Merci, on continuera à suivre cela sans doute avec vous et on aura peut-être le plaisir de vous recevoir à nouveau, Frédéric Rollin, pour en reparler. Donc merci Frédéric Rollin, merci Gilles Moec d'avoir partagé avec nous vos analyses. On se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.